Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la solubilité. Avant de commencer, je vais vous présenter deux petites expériences, pour bien mettre en évidence la problématique. Alors cette expérience est très simple, elle consiste d'une part à mélanger du sel dans de l'eau et du cyclohexane, et d'autre part, mélanger de l'huile dans de l'eau et du cyclohexane. Concernant la première expérience, on verse donc la même quantité de sel dans une même quantité d'eau ou de cyclohexane, et à condition de ne pas en ajouter trop. Et dans ce cas, on observe, après mélange, que l'on obtient une solution homogène dans le cas de l'eau, mais qu'il y a un dépôt de sel dans la solution de cyclohexane. Ce qui signifie que le sel est soluble dans l'eau, mais ne l'est pas dans le cyclohexane. Concernant l'huile, on constate après mélange, que l'on obtient deux phases avec l'eau, avec l'huile au-dessus et l'eau en dessous, et que l'on obtient un mélange homogène dans le cas du cyclohexane. Ce qui signifie donc que l'huile est insoluble dans l'eau, mais qu'elle l'est dans le cyclohexane. D'où la question, est-ce que l'on est capable de prévoir la solubilité ou l'insolubilité d'un corps dans un liquide? Alors petite remarque avant de poursuivre, concernant la solubilité ou l'insolubilité des liquides entre eux, on parlera de miscibilité ou de non-miscibilité. Quelques définitions, déjà vues. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque l'on dissout une espèce chimique dans un liquide, on obtient ce que l'on appelle une solution. L'espèce chimique dissoute est appelée le soluté, le liquide ayant servi à la dissolution est appelé le solvant. Il faut également savoir que quand le solvant utilisé est l'eau, on parle de solution aqueuse. Par exemple, lorsque l'on dissout le sel dans l'eau, on parle de solution aqueuse de chlorure de sodium. Alors comment est-ce que l'on peut prévoir la solubilité ou l'insolubilité des corps? Alors en fait c'est très simple. Il existe deux principes généraux. Le premier est que les solvants apolaires ne dissolvent que les espèces apolaires. Le second est que les solvants polaires ne dissolvent que les espèces polaires. Donc cela signifie que pour prévoir la solubilité ou l'insolubilité, il faut connaître le caractère polaire ou apolaire des espèces chimiques. Ce qui signifie donc qu'il faut avoir compris les cours précédents. Deux remarques. Première remarque. Les solides ioniques ne sont solubles pratiquement que dans l'eau. Par exemple, le chlorure de sodium, qui contient, comme on l'a déjà vu, des ions chlorure et des ions sodium. Deuxième chose, l'établissement de liaisons hydrogène avec le solvant favorise la dissolution. Par exemple, l'éthanol dans l'eau. Alors, petit rappel concernant la liaison hydrogène, je rappelle qu'il s'agit d'une liaison intermoléculaire entre une première molécule comportant un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène, d'azote, de fluor ou de chlore, et une seconde molécule possédant un atome d'oxygène, d'azote, de fluor ou de chlore. Donc on voit qu'il existe deux possibilités pour les liaisons hydrogènes concernant l'éthanol dans l'eau, soit une liaison hydrogène entre l'atome d'hydrogène de l'éthanol lié à l'oxygène et l'atome d'oxygène de l'eau, soit une liaison hydrogène entre l'atome d'hydrogène de l'eau et l'atome d'oxygène de l'éthanol. Dernière chose, l'extraction par solvant. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'extraction par solvant ou extraction liquide-liquide? C'est le fait de récupérer une espèce chimique dissoute grâce à un solvant. Cette espèce chimique pouvant être présente au sein d'un mélange. Première chose à savoir, le matériel utilisé. Pour pouvoir effectuer une extraction par solvant, nous allons utiliser une ampoule à décanter. Alors quel est le mode opératoire? Alors le mode opératoire s'effectue en 4 étapes. Première étape, on verse le mélange initial contenant l'espèce à extraire, il est représenté ici en magenta, on le verse donc dans l'ampoule à décanter, muni d'un entonnoir, et ce n'est pas représenté sur le schéma, mais il faudra y penser, on place un bécher en dessous de l'ampoule. Alors il y a une petite erreur sur le schéma, le robinet de l'ampoule à décanter ne doit pas être placé à la verticale, sinon cela signifie que le liquide va couler, mais à l'horizontale. Et ensuite, on verse le solvant d'extraction. Alors sur le schéma, vous pouvez constater que le solvant d'extraction est situé au-dessus. Cela signifie que dans cet exemple,
le solvant d'extraction est moins dense, c'est-à-dire qu'il a une masse volumique plus faible que le solvant initial. On peut parfaitement avoir un solvant d'extraction qui est plus dense, auquel cas il sera situé en dessous. Dans la deuxième étape, on va agiter l'ampoule à décanter en maintenant bien fermement le bouchon dans la paume de la main, et on va régulièrement ouvrir le bouchon afin que les gaz puissent s'échapper. On appelle cela dégazer. Troisième étape, on va replacer l'ampoule à décanter sur son support et on va laisser décanter, c'est-à-dire laisser reposer les phases. Quatrième étape, on récupère les deux phases. Phase aqueuse, si le solvant initial était de l'eau, et phase organique, étant le solvant d'extraction. Pour terminer, connaître les différentes caractéristiques du solvant extracteur. Il y en a trois. La première, c'est que le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant initial. Donc si le solvant initial est de l'eau, cela doit être un solvant qui n'est pas miscible avec l'eau. Deuxième chose, seule l'espèce qu'on veut récupérer doit être soluble dans le solvant extracteur. Donc si on a un mélange dans le solvant initial, les autres espèces ne doivent pas être solubles dans le solvant extracteur. Dernier point, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Et enfin, éventuellement, si on a le choix, on choisira un solvant extracteur qui ne soit ni nocif ni polluant et éventuellement un solvant qui ne soit pas trop onéreux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.